Les matins à Fontaine-Claire commencent toujours de la même manière. Je me réveille à l'aube, quand la plupart de mes voisins dorment encore. À 75 ans, on savoure chaque nouveau jour comme un précieux cadeau. À vrai dire, certains jours ressemblent davantage à une épreuve, surtout quand mes articulations me font si mal que même marcher jusqu'à la salle de bain devient un exploit. Ma petite maison sur la rue des Châtaigniers n'est plus ce qu'elle était, le papier peint du salon a pâli depuis 30 ans, et les marches du porche en bois grincent de plus en plus fort à chaque printemps. Jean-Paul, mon mari, promettait toujours de les réparer, mais il n'en a jamais eu le temps avant sa crise cardiaque. 8 ans ont passé, et pourtant, je lui parle encore parfois le matin, lui racontant les nouvelles comme s'il était juste sorti dans le jardin et allait bientôt revenir. Cette maison, c'est là où mes enfants, Antoine et Sophie, ont grandi. Chaque recoin garde la mémoire de leurs premiers pas, de leurs rires, de leurs disputes. Aujourd'hui, on dirait que ces jours heureux et bruyants n'ont jamais existé. Sophie passe une fois par mois, toujours pressée, toujours à regarder sa montre. Antoine vient plus souvent, mais seulement quand il a besoin de quelque chose. Généralement de l'argent ou une signature pour des papiers. À chaque fois, il jure qu'il remboursera bientôt. Mais en 15 ans, il n'a jamais rien rendu. Aujourd'hui, c'est mercredi, le jour où je prépare habituellement un clafoutis aux cerises, pas pour moi, car je ne peux pas en manger autant seul. C'est pour Lucas, mon petit-fils, le seul de la famille qui me rend visite sans arrière-pensée, juste pour passer du temps avec sa vieille grand-mère, boire du thé, parler de ses études de commerce. J'entends la barrière claquer, et je sais que c'est lui. Lucas a une démarche particulière, légère mais un peu maladroite, comme s'il n'était pas encore habitué à sa grande taille. Il l'a hérité de son grand-père. Mamie Elisabeth, sa voix résonne depuis l'entrée. Je sens un clafoutis spécial. Évidemment, dis-je en souriant, essuyant mes mains sur mon tablier. Entre, il est juste à la bonne température. Lucas se penche pour m'enlacer. Maintenant, je dois lever la tête pour voir son visage. C'est étrange. Quand est-il devenu si grand? Comment vont les études? Je lui demande, l'installant à la table de la cuisine. Chouchouillé, là? Toujours en difficulté avec les maths supérieures. J'ai eu un A à mon dernier examen, annonce Lucas avec fierté, dégustant son clafoutis. Le professeur Duval m'a même proposé de travailler sur un projet de recherche. Je savais que tu étais brillant. J'ai versé son thé. Ton grand-père serait fier de toi. Lucas reste silencieux un instant, regardant par la fenêtre le vieux pommier. Je sais à quoi il pense. Jean-Paul lui a appris à grimper dessus quand il avait seulement 7 ans. Antoine a crié qu'on ne rendrait jamais service à l'enfant comme ça. Et Jean-Paul a juste ri. Un garçon doit apprendre à tomber et à se relever. Yeah. Mamie, as-tu décidé ce que tu porteras vendredi? Demande soudain Lucas, revenant à son clafoutis. Vendredi. J'ai le regardé, perplexe. Qu'est-ce qu'il y a vendredi? Lucas s'immobilise, la fourchette en l'air. Une expression étrange passe sur son visage, mêlée de surprise et de confusion. Le dîner. C'est l'anniversaire de mariage de papa et maman. 30 ans. Ils ont réservé à la table d'argent. Papa ne t'a pas prévenu. Je m'assise lentement face à lui, sentant un froid m'envahir. 30 ans de mariage de mon fils. C'est une date importante, bien sûr. Ils doivent célébrer. Mais pourquoi est-ce mon petit-fils qui m'en parle, et non Antoine lui-même? Peut-être qu'il allait appeler, dis-je, essayant de garder une voix légère. Tu connais ton père, toujours à tout remettre au dernier moment. Yo, Lucas semble mal à l'aise, triturant les restes de clafoutis avec sa fourchette. Sans doute. Acquiesce-t-il, sans conviction. Nous passons à d'autres sujets. Lucas parle de ses projets pour l'été, d'une fille prénommée Camille, qu'il a rencontrée à la bibliothèque. J'écoute. Je hoche la tête.
Je posais des questions, mais mes pensées reviennent sans cesse à ce dîner. Pourquoi Antoine n'a-t-il pas appelé? A-t-il vraiment prévu de célébrer sans moi? Quand Lucas part, promettant de repasser le week-end, je reste longtemps à la fenêtre, regardant la rue vide. En face, Madame Lefebvre, de mon âge, joue avec ses petits-enfants. Sa fille vient tous les mercredis. Amenant les enfants, ils sont bruyants, courent dans le jardin. Et la vieille, Béatrice, rayonne de bonheur. J'aimerais que mes enfants soient là aussi. Le téléphone sonne, interrompant mes pensées. Je reconnais tout de suite le numéro d'Antoine. Maman, c'est moi. Sa voix semble un peu tendue. Bonjour, chérie. Je réponds, essayant de paraître normal. Comment vas-tu? Ça va. Écoute, je t'appelle pour vendredi. Alors, tu allais m'inviter après tout. Une chaleur m'envahit. Peut-être avais-je tort de mal penser d'eux. Peut-être étaient-ils juste débordés et n'ont pas eu le temps de me prévenir. Isabelle et moi, on avait prévu un petit dîner pour notre anniversaire, poursuit Antoine. Mais malheureusement, on va devoir annuler. Isabelle a attrapé un virus, de la fièvre, tout ça. Le médecin dit qu'elle doit rester chez elle au moins 1 semaine. Oh, c'est dommage. Je suis sincèrement attristée, mais quelque chose dans sa voix me met mal à l'aise. Est-ce que je peux faire quelque chose? Apporter un bouillon de poule. Ou non, non, Baude, c'est bon, interrompt Antoine précipitamment. Mais on a tout ce qu'il faut. Je voulais juste te prévenir, on reprogrammera un autre jour quand Isabelle ira mieux. D'accord, tiens-moi au courant. Bien sûr, chérie, passe-lui mes vœux de prompt rétablissement. Je le ferai. Bon, maman, je dois y aller. Je t'appellerai plus tard. Il raccroche avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. La conversation laisse un goût étrange. Quelque chose cloche. Mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Je passe le reste de la journée à feuilleter de vieux albums photos. Voici Antoine à 5 ans, avec une dent de devant cassée et un sourire fier. Voici Sophie sur son premier vélo. Jean-Paul leur apprenant à nager dans le lac. Les dîners de Noël où nous étions tous réunis. Quand tout cela a-t-il changé? Quand mes enfants sont-ils devenus si distants? Ce soir-là, j'appelle Sophie, demandant nonchalamment des nouvelles d'Isabelle. À ma surprise, elle ne sait rien de la maladie de sa belle-sœur. Maman, j'ai beaucoup à faire au magasin avant le week-end, dit-elle avec impatience. Si tu veux des nouvelles d'Isabelle, appelle Antoine. Mais tu viens à leur anniversaire vendredi. Non. J'ai demandé prudemment. La pause à l'autre bout du fil est trop longue. Oh, c'est de ça que tu parles. Oui, bien sûr, répond finalement Sophie. Écoute, je dois vraiment y aller. On parlera plus tard. Et puis, les bips courent, je fixe le téléphone, sentant l'anxiété grandir en moi. Il me cache quelque chose. Tous les deux. Jeudi matin, je vais au marché hebdomadaire en plein cœur de Fontaine-Claire, où les étals regorgent de fromages artisanaux, de baguettes dorées et de bouquets de lavande odorants. L'atmosphère vibre de rire, de salutations chaleureuses des marchands et de l'arôme envoûtant des crêpes fraîchement préparées. À l'étal voisin, je m'arrête devant un stand de légumes, choisissant quelques pommes, de terre et carottes pour un gratin dauphinois ce week-end. C'est là que je croise Marie-Louise Garnier, une vieille amie qui travaille à la boutique de fleurs de Sophie. « Élisabeth, ça fait longtemps !» s'exclame-t-elle, m'enlaçant, son sourire aussi éclatant que le soleil printanier. « Comment va ta santé ?»« Pas mal pour mon âge. » Je souris, alors que nous discutons. Marie-Louise mentionne sans le vouloir que Sophie sera occupée à préparer des fleurs pour une fête familiale vendredi soir. 30 ans de mariage. C'est une grande date. Non, dit-elle, ignorant que ces mots me transpercent comme une lame. Sophie ne m'a jamais parlé de cette fête. De retour chez moi, je m'assieds longtemps dans mon fauteuil, essayant de comprendre ce qui se passe. Peut-être prépare-t-il une surprise. Mais alors pourquoi mentir sur la maladie d'Isabelle? Et pourquoi Sophie agissait-elle si étrangement?
Le téléphone sonne à nouveau, mais ce n'est ni Antoine ni Sophie, c'est Lucas. Mamie, j'ai oublié de demander. As-tu vu mon carnet bleu? Je crois l'avoir laissé chez toi la dernière fois. Laisse-moi vérifier. Je vais dans le salon où Lucas s'assied habituellement. Si je ne le vois pas, peut-être dans la cuisine. Pendant que je cherche, Lucas continue de parler. Si tu le trouves, peux-tu le donner à papa demain? Il viendra te chercher. Non de... Je me figer, le téléphone à l'oreille. Me chercher. Ben oui. Pour le dîner à la table d'argent, je peux passer si tu veux, mais j'ai des cours jusqu'à 18h. J'ai peur d'être en retard pour le début. Je serre le téléphone plus fort. Ça. Lucas, chérie, je crois que tu te trompes. Antoine m'a dit que le dîner était annulé. Isabelle est malade. Lucas reste silencieux. Trop longtemps. Lucas, tu es là? Mamie, je ne comprends pas. Papa m'a appelé il y a 1 heure, me demandant si je pouvais être au restaurant à 19h. Personne n'a annulé quoi que ce soit. Tac. Je m'enfonce lentement dans le canapé. Donc, voilà. On a simplement décidé de ne pas m'inviter. Mon propre fils m'a menti pour que je ne vienne pas à la réunion de famille. Mamie, ça va. La voix de Lucas semble inquiète. Ah, oui, chérie, ça va? J'essaye de garder une voix normale. J'ai dû mal comprendre quelque chose. Tu sais, à mon âge, on se mélange parfois. Je suis sûre que c'est un malentendu. Tu veux que j'appelle papa pour vérifier? Moi, non. Je réponds précipitamment. Pas besoin. Je lui parlerai moi-même. Ne t'inquiète pas. Après la conversation, je reste longtemps assise en silence, regardant la photo de nous tous ensemble, moi, Jean-Paul, les enfants, heureux, souriantes, quand tout a-t-il mal tourné? Quand suis-je devenue un fardeau pour eux, mieux laissé à la maison qu'emmené à une fête familiale? La rancune et l'amertume montent en moi, mais je me force à respirer profondément. Ce n'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de réfléchir. Si mes enfants ne veulent pas de moi à la réunion de famille, alors je suis devenue une étrangère pour eux. Et je dois comprendre pourquoi. Je m'approche de l'armoire où je garde les anciennes lettres et documents. Parmi eux, il y a le testament de Jean-Paul, la police d'assurance, les actes de la maison. Antoine a plusieurs fois laissé entendre que je devrais lui céder la maison pour ta sécurité. Maman, Sophie a suggéré que je la vende et que j'emménage dans une maison de retraite. Ils prendront mieux soin de toi que nous. J'ai toujours refusé, sentant qu'il y avait autre chose derrière ces suggestions. Maintenant, je commence à comprendre ce que c'est. Le soir, le téléphone sonne. Cette fois, c'est Isabelle, ma belle-fille. Sa voix est enjouée et énergique pour quelqu'un censé avoir une forte fièvre et être alité. Ah, Elisabeth, chérie, comment vas-tu? Antoine m'a dit qu'il t'avait appelé pour vendredi. Oui, il m'a dit que tu étais malade et que le dîner était annulé. Je réponds d'une voix ferme. C'est exact, confirme Isabelle. Un peu trop vite. Un virus terrible. Ça m'a cloué au lit. Le médecin a prescrit du repos pour au moins 1 semaine. J'espère que tu te rétabliras vite, dis-je. Passe le bonjour aux autres. Les autres? Je sens la tension dans sa voix. Ah, oui? Sophie, Lucas. Ils sont déçus que la fête soit annulée. Non, Oh, oui. Bien sûr. Ils sont tous très déçus, mais on n'y peut rien. La santé avant tout. Bon, Elisabeth, je dois prendre mes médicaments. Porte-toi bien. Je raccroche et regarde par la fenêtre le ciel qui s'assombrit. Eh bien, maintenant, j'ai la confirmation. Ils prévoient un dîner sans moi. Ils n'ont même pas pris la peine d'inventer un mensonge plausible. Je sors de l'armoire, la robe bleu foncé que je n'ai pas portée depuis les funérailles de Jean-Paul. Je l'essaye devant le miroir. Elle me va toujours bien, même si j'ai perdu du poids au fil des ans. Si mes enfants pensent qu'ils peuvent
simplement m'exclure de leur vie, ils se trompent lourdement. Elisabeth Moreau n'a pas dit son dernier mot. Et demain soir promet d'être intéressant. Très intéressant. J'ai veillé toute la nuit, non pas à cause de la douleur dans mes articulations, bien que cela soit venu, ni à cause de l'insomnie qui touche souvent les gens de mon âge. J'étais éveillé parce que les pensées de la journée à venir me tenaient en haleine. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les visages de mes enfants réunis autour de la table de fête sans moi, rien, levant leurs verres, se disant combien ils étaient chanceux de s'être débarrassés de leur vieille mère pour la soirée. Le vendredi matin était nuageux. De lourds nuages planaient au-dessus de Fontaine-Claire, comme s'ils reflétaient mon humeur. J'ai préparé du thé, mais il a refroidi. Intact, je n'avais pas envie de manger. Quelque chose en moi semblait figé, attendant, une décision que je n'avais pas encore prise. Que ferais-je ce soir? Resterais-je à la maison, comme mes enfants l'avaient prévu, ou... Mon regard est tombé sur la photo de Jean-Paul sur la cheminée. Il me regardait avec un léger sourire, la tête légèrement inclinée sur le côté. Un geste qui signifiait toujours qu'il avait quelque chose d'important à dire. « Ah, que ferais-tu » Jean-Paul, lui ai-je demandé mentalement, et j'ai presque entendu sa réponse. « Ne les laisse pas piétiner ta dignité. Elisabeth, tu mérites mieux que ça. » Je suis allé à la fenêtre. Dehors, Madame Lefebvre promenait son teckel. Quand elle m'a vu, elle m'a fait un signe de la main. J'ai répondu, pensant à combien il restait peu de gens dans ma vie qui étaient réellement heureux de me voir. Le téléphone a sonné. Me tirant de mes réflexions, c'était Antoine. Maman. Bonjour. Sa voix semblait suspecte de bonne humeur. Comment te sens-tu? Bien. J'ai répondu. Et Isabelle. Va-t-elle mieux? Il y a eu une seconde de pause. Je pouvais presque le voir se rappeler frénétiquement le mensonge de la veille. Non. Elle est pareille. Elle est alitée avec de la fièvre. Le médecin a dit que ça pourrait durer un moment. C'est dommage, dis-je avec une fausse compassion. Je pensais lui préparer un gratin de poulet et le lui apporter. Rien de tel qu'un repas maison pour un rhume. Non, non, Mogne. Pas besoin, a répondu Antoine précipitamment. On a tout, vraiment? Je t'appelle juste pour voir si tu as besoin de quelque chose. Peut-être que tu es à court de médicaments. Oh, voilà. Vérifier si je sors ce soir. S'assurer que je reste à la maison pendant qu'il célèbre sans moi. Merci, mon fils. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai répondu. Je vais passer la soirée à lire. Ça fait un moment que je veux relire Agatha Christie. Ah, c'est une excellente idée, a dit Antoine avec un soulagement évident. D'accord. Maman, je dois aller au travail. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Samt. J'ai raccroché et regardé ma montre. 10 heures du matin. Il restait encore beaucoup de temps, avant le dîner de ce soir. Du temps pour réfléchir à comment les choses en étaient arrivées là. Quand les choses avaient-elles changé? Quand mes enfants avaient-ils cessé de me considérer? Quand étais-je passé de mère à fardeau? Peut-être que ça a commencé après la mort de Jean-Paul. Antoine et Sophie venaient tous les jours. Aïda Yent avec les funérailles, les papiers, mais ensuite. Leurs visites sont devenues de moins en moins fréquentes. D'abord une fois par semaine, puis une fois par mois. Sophie était toujours pressée, toujours à regarder sa montre. Antoine venait plus souvent, mais ses visites coïncidaient généralement avec des demandes d'argent. Ça. Maman, c'est l'anniversaire d'Isabelle. Je veux lui offrir un collier, mais on est juste ce mois-ci. Maman, on a une fuite au toit. Il faut des réparations tout de suite. Mais tout l'argent est parti pour payer les études de Lucas. Maman, j'ai investi dans un projet prometteur, mais il faut emprunter pour l'instant. Je donnais toujours, non pas parce que je croyais à ces histoires, elles devenaient de moins en moins crédibles au fil des ans, mais parce que je voulais sentir qu'ils avaient besoin de moi, au moins de cette manière, qu'ils viendraient me voir, même si c'était seulement pour de l'argent. J'ai sorti un vieux carnet de l'armoire où j'avais noté tous les prêts d'Antoine sur 15 ans. Ça représentait une somme considérable, de l'argent qu'il ne remboursera jamais.
et nous le savons tous les deux, c'est différent avec Sophie. Elle ne demande pas d'argent directement, mais chaque fois que je vais à sa boutique de fleurs, elle insiste pour que j'achète le bouquet le plus cher. Maman, tu ne veux pas que les gens pensent que je ne peux pas offrir de belles fleurs à ma mère, n'est-ce pas? Et j'achète, à chaque fois. Et puis, il y a eu l'histoire des médicaments. Il y a 6 mois, le médecin m'a prescrit de nouvelles pilules pour la tension, chères mais efficaces. Antoine en a fait toute une histoire. Maman, es-tu folle? Oh, 400 € par mois pour des pilules. C'est la ruine. Cherchons des alternatives moins chères. J'ai essayé d'expliquer que les autres médicaments ne me conviennent pas, que je pourrais être allergique. Mais il n'a pas écouté. Sophie l'a soutenu. Maman, tu dois être plus économe. On a tous des dépenses. Et cela venait de personnes qui changeaient le téléphone pour des modèles neufs tous les mois, qui partaient en vacances aux Bahamas et se vantaient de leur nouvelle voiture. Mes pensées ont été interrompues par la sonnette. Camille, la petite amie de Lucas, se tenait sur le seuil. Une fille douce et timide, avec une mèche de cheveux roux et des taches de rousseur. « Oh, bonjour, Madame Moreau. » Elle tritourait nerveusement la sangle de son sac. « Lucas a dit qu'il avait peut-être laissé son carnet ici. »« Oui, ma chère. Entrez. Je l'ai laissé entrer. Je m'apprêtais à le chercher. Veux-tu du thé ?» Pendant que je préparais le thé, Camille regardait les photos dans le salon. « C'est Lucas quand il était petit. » a-t-elle demandé, pointant une photo d'un garçon de 5 ans tenant une canne à pêche. « Oui, son premier voyage de pêche avec son grand-père. » J'ai souri, lui tendant une tasse. Il a attrapé un poisson si petit, mais il était fier, comme s'il avait pêché un requin. Camille a ri, et pendant un instant, la maison a semblé jeune et vivante à nouveau. « Madame Moreau, a-t-elle dit soudain, Lucas vous aime beaucoup. Il parle de vous tout le temps, de vos histoires, de comment vous lui avez appris à faire des clafoutis. » J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai retenues. C'est un bon garçon, le seul qui... J'ai hésité, ne voulant pas médire de mes enfants devant une étrangère. Il ressemble beaucoup à son grand-père. Camille m'a aidé à trouver le carnet de Lucas. Il était sous un coussin du canapé. En partant, elle s'est soudain retournée sur le seuil. « On se verra ce soir. Lucas a dit que vous seriez aussi à la table d'argent. » J'ai lui ai souri, crispé. « On verra. J'ai un peu mal à la tête. Je ne suis pas sûre de pouvoir y aller. » Après le départ de Camille, je suis restée longtemps à la fenêtre, la regardant monter dans sa voiture et s'éloigner. Douce fille, sincère. Elle n'a aucune idée que je n'ai pas été invitée à la réunion de famille, que mon propre fils m'a menti pour que je ne vienne pas. La décision est venue soudainement. J'ai regardé ma montre. Presque 14 heures. Le dîner était encore dans 5 heures, largement le temps de me préparer. J'ai sorti la robe bleu foncé que j'avais essayée hier. Elle me allait toujours bien, même si j'avais perdu du poids au fil des ans. Les chaussures à talons bas que j'avais portées au mariage de Sophie, le collier de perles que Jean-Paul m'avait offert pour notre 30e anniversaire. Je n'allais pas rester à la maison, à m'apitoyer sur mon sort. Je voulais voir, de mes propres yeux, comment mes enfants fêtaient sans moi. Je voulais m'assurer que ce n'était pas un malentendu, mais un choix conscient de leur part. À 17 heures, j'ai appelé un taxi. Le chauffeur, un jeune homme avec des tatouages sur les bras, m'a regardé avec surprise quand je lui ai donné l'adresse. La table d'argent. Vraiment, mamie, c'est là où les prix sont élevés. Je connais les prix. Jeune homme, ai-je dit fermement, et je ne suis pas votre grand-mère. Il a haussé les épaules et n'a plus posé de questions. J'ai regardé par la fenêtre tout le trajet, observant les rues de Fontaine-Claire passer de mon modeste quartier de petites maisons au centre-ville avec ses immeubles modernes, en verre et béton. La table d'argent était en périphérie, dans un endroit pittoresque, au bord de la rivière. Il commençait à faire sombre quand le taxi s'est arrêté près du restaurant.
J'ai demandé au chauffeur de ne pas s'arrêter juste devant l'entrée, mais un peu sur le côté. « Attendez-moi ici, s'il vous plaît, » ai-je dit, lui tendant l'argent. « Je ne serai pas longue. » La table d'argent était le restaurant le plus cher et le plus prestigieux de Fontaine-Claire. C'était un bâtiment de 2 étages en briques rouges, entouré de verdure, avec une terrasse donnant sur la rivière. Je ne suis pas entré par l'entrée principale. Au lieu de cela, je suis passé par le côté du bâtiment où se trouvait le parking pour les clients. J'ai tout de suite repéré leur voiture, la Lexus argentée d'Antoine, la Ford rouge de Sophie, la vieille Honda de Lucas. Ils étaient tous là, tous, sauf moi. La douleur de cette réalisation était si vive qu'elle m'a coupé le souffle un instant. Ce n'était pas une erreur, pas un malentendu. Ils avaient vraiment décidé de fêter sans moi, m'avaient menti pour que je reste à la maison. Je me suis approché lentement des fenêtres du restaurant, les rideaux masqués, ce qui se passait à l'intérieur. Mais un côté du rideau n'était pas complètement tiré, laissant une étroite ouverture. Je me suis posté à l'ombre des arbres, observant ma famille à travers cette fente. Ils étaient assis à une grande table ronde au centre de la salle, Antoine à la tête de la table, Isabelle à côté de lui, en bonne santé, souriante, sans le moindre signe de maladie. Sophie et son mari, Lucas et Camille, et quelques autres personnes que je ne connaissais pas, probablement des amis d'Antoine et Isabelle. Ils riaient, levaient des verres de champagne, profitaient de la soirée, inconscients de ma présence. Le serveur a apporté un immense plateau de fruits de mer, puis un autre avec un assortiment de viande élaboré. Sur la table, des bouteilles de vin coûteux. Je connaissais les prix de ce restaurant. Un dîner comme celui-ci coûtait autant qu'un mois de loyer pour un appartement. On est juste financièrement. Maman, peux-tu aider avec les factures? Maman, ces médicaments sont trop chers. Cherchons quelque chose de moins coûteux. Tout ce temps, ils m'ont menti, prétendant qu'ils arrivaient à peine à joindre les 2 bouts, me suppliant pour de l'argent en cas d'urgence, pendant qu'ils dépensaient des centaines d'euros dans des restaurants, des voyages, des voitures neuves. J'ai regardé Antoine lever son verre pour un toast. Tout le monde rit, applaudit. Isabelle l'embrasse sur la joue. Sophie ajoute quelque chose. Encore des rires. Je me souviens soudain comment, l'année dernière, j'ai demandé à Antoine d'aider à réparer une fuite au toit. Il a dit qu'il ne pouvait pas pour le moment, qu'il avait des difficultés financières. J'ai attendu 3 mois jusqu'à ce que le toit fût si fort que j'ai dû placer des seaux dessous. J'ai fini par engager un réparateur moi-même, donnant presque toutes mes économies, et quand j'ai eu une légère crise cardiaque l'hiver dernier, Sophie n'a pas pu venir à l'hôpital parce qu'elle avait une commande importante au magasin. Lucas est resté avec moi toute la nuit, me tenant la main, et maintenant, ils sont tous ensemble, joyeux, heureux, fêtant sans moi. C'est comme si je n'étais plus en vie. Je remarque que Lucas regarde autour de lui, comme s'il cherchait quelqu'un, puis il se penche vers Camille, lui demandant quelque chose. Elle secoue la tête, il parle de quelque chose. Une expression inquiète apparaît sur le visage de Lucas. Il sort son téléphone, regarde l'écran, puis le remet dans sa poche. À ce moment, le serveur apporte un énorme gâteau avec des bougies. Tout le monde applaudit. Rite, Antoine passe son bras autour d'Isabelle. Ils s'embrassent 30 ans ensemble. 30 ans. Et ils n'ont pas trouvé de place à la table pour la femme qui a donné naissance et élevé Antoine. Je sens une larme couler sur ma joue. Je l'essuie d'un geste agacé. Ce n'est pas le moment de pleurer. C'est le moment de décider. En m'éloignant de la fenêtre, je me dirige lentement vers l'entrée du restaurant. Un jeune homme en uniforme se tient à la porte. Probablement le gérant ou le maître d'hôtel. « Bonsoir, madame, » dit-il poliment. « Avez-vous une réservation ? » « Je suis ici pour voir la famille Moreau. » Je réponds. Ils célèbrent leur anniversaire de mariage. Il vérifie la liste sur son porte-bloc. « Oh, oui, ils sont dans la salle principale. Êtes-vous ? » Il hésite, me regardant avec curiosité. « Je suis la mère d'Antoine Moreau, » dis-je fermement. Élisabeth Moreau. « Oh,
Je vous prie de m'excuser. Madame Moreau, il devient immédiatement plus respectueux. Je vous en prie, entrez. Votre famille est déjà là. Ma famille. Je pense amèrement en entrant dans le hall spacieux du restaurant. La famille qui ne veut pas de moi. Une famille qui me ment en face. Mais dans un instant, ils me verront, et ce sera une soirée dont ils se souviendront longtemps. Car Elisabeth Moreau n'est pas le genre de femme qu'on peut simplement écarter de sa vie comme un vieux objet indésirable. Devant les portes de la salle principale, je m'arrête un instant, la musique, les rires, le tintement des verres, les sons de la gaieté parviennent même à travers les lourdes portes en chêne. Un seul pas, et je gâcherai leur soirée parfaite. Devrais-je le faire ? Devrais-je faire demi-tour et partir avec le peu de dignité qu'il me reste ? Mais quelque chose en moi, un fil d'acier qui traverse ma vie, ne me laisse pas faire. Je ne recule pas, je ne l'ai jamais fait, même quand Jean-Paul est mort, me laissant seul, avec d'énormes factures médicales. Je n'ai pas abandonné, je n'ai pas demandé d'aide à mes enfants, même si j'aurais pu. Je m'en suis sortie seule. Je peux gérer maintenant, mais je n'allais pas faire irruption comme une furie. Non, cela aurait été trop facile et prévisible. Je voulais que cette soirée soit une leçon pour eux, une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Mais, Madame Moreau, une voix derrière moi me fait sursauter. Je me retourne. Devant moi se tient un homme grand, dans la soixantaine, avec une barbe grise soigneusement taillée et des yeux gris attentifs. Il porte un costume sombre, impeccablement coupé, avec une petite épingle en argent, le symbole du restaurant. Michel, je n'en crois pas mes yeux. Michel Dubois en personne. Il sourit, s'inclinant légèrement. Je suis ravi que vous vous souveniez de moi. Oh, comment pourrais-je oublier ? Michel Dubois est une légende à Fontaine-Claire. Un ancien chef qui a ouvert le restaurant le plus prospère de la ville. Mais pour moi, il a toujours été le garçon timide d'en face qui venait emprunter des livres et manger mes clafoutis aux cerises. Vous n'avez pas changé, dis-je. Bien que ce ne soit pas vrai, le garçon est devenu un homme imposant. Le temps a laissé des marques sur son visage. Mais ses yeux sont les mêmes. Ça. Mais vous, Elisabeth, vous êtes devenue encore plus belle, répond-il, avec cette galanterie particulière qui ne semble pas fausse. Le bleu a toujours été votre couleur. Je touche involontairement le collier de perles. Pour la première fois ce soir, je ne me sens pas comme une vieille femme en colère, mais simplement comme une femme. Êtes-vous seule ? Demande Michel, jetant un coup d'œil dans le hall. Je pensais que vous veniez avec votre fils et sa famille. Ils célèbrent leur anniversaire aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oh, vous êtes au courant, dis-je, essayant de garder un ton désinvolte. Bien sûr, j'ai personnellement supervisé l'organisation de leur fête. 31, c'est important. Je voulais que ce soit parfait. Je sens une boule se former dans ma gorge. Michel a dû remarquer le changement sur mon visage, car son sourire est remplacé par une expression d'inquiétude. Quelque chose ne va pas. Elisabeth, j'ai envie de mentir, de dire que tout va bien, que je suis juste en retard, mais je n'y arrive pas. Il y a déjà trop de mensonges dans cette histoire. Je n'ai pas été invitée. Michel, dis-je doucement. Mon fils m'a dit que le dîner était annulé parce que sa femme était malade, mais j'ai découvert la vérité par hasard. Basta. Une indignation sincère se lit sur le visage de Michel, et je ressens une vague de gratitude. Il doit y avoir une erreur, dit-il fermement. Ah, un malentendu. Antoine n'aurait pas pu. Il a pu. Je l'interromps. Et il l'a fait. Je les ai vus par la fenêtre. Ils s'amusent bien sans moi. Michel France. Les sourcils, ses yeux s'assombrissent. C'est inacceptable, dit-il d'un ton qui n'admet aucune objection. C'est absolument inacceptable. Ils me tendent la main. Permettez-moi de vous accompagner, Elisabeth. La mère de l'invité d'honneur ne devrait pas rester dans le hall. J'hésite. C'est une chose d'affronter une confrontation. C'en est une autre, d'y impliquer un étranger. Michel,
Je ne veux pas causer de problème à votre restaurant. Le seul problème ici, c'est le manque de respect envers les parents. Me coupe-t-il? Mon restaurant n'est pas un endroit où je tolérerai cela. Puis-je... Il me tend à nouveau la main, et cette fois, je l'accepte. Son contact est chaud et sûr, comme une ancre dans une mer agitée. Comment voulez-vous procéder? Demande Michel quand nous nous arrêtons devant la porte de la salle. Entrez simplement, ou je pourrais organiser quelque chose de spécial. J'hésite. Je n'ai pas envie de faire une scène, je n'ai pas envie de crier, de pleurer ou de blâmer, ce serait trop facile. Il pense probablement que si je découvrais la vérité, je fondrais en larmes ou provoquerais un scandale. Dans les deux cas, je pourrais être accusé d'inadéquation, d'hystérie sénile. Non, je ne leur donnerai pas ce plaisir. Je veux entrer discrètement, dis-je, comme l'invité d'honneur que j'étais censé être. Pas d'annonce, pas de fanfare, juste apparaître. C'est Michel hoche la tête avec compréhension. Le choix parfait. L'élégance est toujours plus efficace que le drame. Il serre légèrement ma main. Prête. Je prends une profonde inspiration et hoche la tête. Prête? Michel ouvre les portes et nous entrons dans la salle. La première chose que je remarque, c'est l'abondance de fleurs. Des roses blanches et crème, des lys, des orchidées. Elles sont partout, dans de grandes vases sur les tables, en guirlandes sur les murs, descendant même du plafond, donnant l'impression d'un jardin en fleurs. La lumière douce des lustres en cristal se reflète dans l'argenterie et le cristal, créant une atmosphère presque magique. La table de ma famille est au centre de la salle. Elle est ronde, décorée avec un luxe particulier, avec un gâteau d'anniversaire au milieu. Antoine est assis à la tête, vêtu d'un costume gris foncé que je n'ai jamais vu. À côté de lui, Isabelle, dans une élégante robe bordeaux avec un nouveau collier autour du cou. Probablement un cadeau d'anniversaire, Sophie et son mari, Lucas et Camille, et quelques autres personnes que je ne connais pas. Ils ne nous remarquent pas tout de suite. Ils sont trop absorbés par le toast qu'Antoine prononce. Quelque chose sur l'amour qui surmonte tous les obstacles, sur les valeurs familiales et le soutien mutuel. Michel me conduit directement à leur table. Nous marchons lentement, avec dignité. Je sens les regards des autres clients, mais je n'y prête pas attention. Toute mon attention est sur ma famille. Lucas me remarque en premier, ses yeux s'écarquillent de surprise, et il sursaute comme s'il voulait se lever. Mais quelque chose l'arrête. Puis Camille, assise à côté de lui. Elle pâlit et tire sur la manche de Lucas. Antoine continue de parler, ne remarquant pas le changement d'atmosphère. Mais Sophie lève les yeux et sa main tenant son verre s'immobilise à mi-chemin. Un par un, ils me remarquent. Leur visage change. Surprise, confusion, puis peur. Oui, peur. Ils ont peur de la scène, du scandale, d'être embarrassés devant les autres clients. Enfin, Antoine, sentant la tension, se retourne, et c'est pourquoi je veux dire. Sa voix s'éteint quand il me voit. Michel s'avance. Je m'excuse pour l'intrusion. Même, Moreau. Sa voix est impeccablement polie, mais avec une note d'acier. Il semble que votre mère soit arrivée un peu en retard pour la célébration. J'ai pris la liberté de l'escorter à votre table. Un silence s'installe, si épais qu'on pourrait le toucher. Tous les regards sont sur nous. Maman, articule, enfin Antoine, le visage blanc comme la nappe. Mais tu avais dit que tu resterais à la maison. J'ai changé d'avis, dis-je calmement. J'ai décidé que je voulais féliciter mon fils et ma belle-fille pour leurs 30 ans de mariage. C'est une date importante. Michel tire une chaise pour moi, entre Lucas et une femme d'âge moyen que je ne reconnais pas, probablement une amie d'Isabelle. Ah, merci, Michel, dis-je, m'asseyant. Ah, vous avez toujours été si attentionné. Toujours à votre service. Élisabeth, dit-il avec une légère révérence. Puis il se tourne vers les autres. Je vais faire apporter un autre apéritif, et peut-être une bouteille de notre meilleur champagne, offerte par la maison.
Bien sûr. Sourd ces mots, il s'éloigne, nous laissant dans un silence pesant. Antoine est le premier à se ressaisir. Maman, commence-t-il, sa voix faussement joyeuse. Quelle surprise! Nous pensions que tu ne te sentais pas bien. Je vais bien, je réponds, le regardant droit dans les yeux. Isabelle, en revanche, semble s'être rétablie étonnamment vite. Ce matin encore, elle avait une si forte fièvre. Isabelle rougit et baisse les yeux. Elle a toujours été mauvaise actrice. Oui, j'allais mieux à midi, murmure-t-elle. Un miracle. Vraiment un miracle. Je hoche la tête. Surtout que Marie-Louise Garnier t'a vu au marché hier, en parfaite santé. Sophie posait son verre brusquement sur la table. Maman, sa voix est tendue comme une corde. Ah, peut-être qu'on ne devrait pas. Ne pas quoi? Chérie, stop, je me tourne vers elle. Dire la vérité. Tu as toujours appris à ton fils que mentir est mal. Non, comment? Mon serveur arrive à la table avec une assiette supplémentaire et une bouteille de champagne. Pendant qu'il dispose les assiettes et les verres, tout le monde reste silencieux, souriant crispé, la famille parfaite, des gens qui s'aiment. Quelle hypocrisie! Mamie, dit Lucas doucement, se penchant vers moi alors que le serveur s'éloigne. Je ne savais pas, je pensais que tu étais au courant pour le dîner. Je sais, chérie, je réponds tout aussi bas, serrant sa main sous la table. Ce n'est pas ta faute. Antoine tousse, attirant l'attention de tous. Eh bien, maintenant que nous sommes tous là, il insiste sur le mot tous avec une légère note d'irritation. Continuons la fête. Maman, tu arrives juste à temps pour le dessert. Il fait signe au serveur, qui commence à couper le gâteau. Énorme, à étage, avec une figurine de mariée au sommet, ça a dû coûter une fortune. Quel beau gâteau, dis-je, prenant l'assiette avec une part. Ça doit être cher. Pas du tout, maman, dit Antoine trop vite. Pas cher du tout, c'est juste une petite fête familiale, rien d'extravagant. J'y regarde autour de la table les plats exquis, les verres en cristal, les arrangements floraux. Oui, je vois à quel point c'est modeste. Je hoche la tête. Ah, et combien d'invités? Et moi qui pensais que vous aviez des difficultés financières, n'est-ce pas pour ça que tu m'as demandé 2000 € le mois dernier pour réparer la voiture? Si je ne me trompe pas. C'est un des invités tous, la femme à côté de moi, l'ami d'Isabelle, regarde Antoine avec curiosité. Maman, grince-t-il entre ses dents, essayant toujours de garder un sourire. Ne pouvons-nous pas discuter de ça plus tard? En famille? Ne sommes-nous pas en famille? Je suis sincèrement surprise. Ou ne suis-je plus considérée comme faisant partie de la famille? Désolée, je n'ai pas reçu le mémo. Bien sûr que tu fais partie de la famille. Intervient Sophie, sa voix trop forte, trop faussement joyeuse. C'est juste qu'on pensait que ce serait fatigant pour toi, à ton âge. Le dîner tard, le bruit. À mon âge, je répète lentement. Oui, bien sûr, mon âge. Intéressant que ça ne m'ait pas empêché de garder vos chats le mois dernier pendant que vous partiez en week-end spa, ou d'aider Antoine avec ses déclarations d'impôts, ou de lui prêter les 2000 € qu'il n'a jamais remboursés. Un nouveau silence s'installe à la table. Antoine tripote nerveusement son bouton de manchette, évitant mon regard. Isabelle s'intéresse soudain au motif de la nappe. « Je voulais t'inviter, maman, » dit enfin Antoine, feignant le remords. « Je ne pensais juste pas que tu serais à l'aise. Tu n'aimes pas les rassemblements bruyants, n'est-ce pas? » Je n'aime pas les rassemblements bruyants. Je l'interromps. C'est bizarre. Qui organisait le dîner de Noël familial chaque année? Qui organisait un barbecue dans le jardin pour tout le quartier? Qui rassemblait les invités pour l'anniversaire de ton père, même quand il était déjà à l'hôpital? Antoine reste silencieux. Il n'a rien à dire. Ce n'est pas à cause de mon âge ou parce que je n'aime pas les rassemblements bruyants.
Je continue d'une voix calme mais ferme. C'est que vous ne vouliez pas de moi. Il était plus facile de mentir que d'inviter votre propre mère. Wow, maman, ce n'est pas vrai, commence Sophie, mais je lève la main pour l'arrêter. Je n'ai pas fini. Chérie, je ne suis pas venue ici pour faire une scène. Je ne suis pas venue pour gâcher votre fête. Je suis venue pour comprendre. Je regarde leur visage. Tête douce, confus, effrayé. Je voulais comprendre quand mes enfants sont devenus des gens capables de mentir en face à leur propre mère, de l'exclure d'une célébration familiale comme une sorte de... J'hésite un instant, cherchant un mot, comme une obligation gênante. Mamie, dit Lucas doucement, je ne savais pas qu'il ne t'avait pas invité, je le jure. Je pensais que tu étais juste en retard. J'ai posé ma main sur son épaule. Je sais, mon chéri, ça n'a rien à voir avec toi. À ce moment, Michel arrive à la table avec une bouteille de champagne. J'espère que tout le monde profite de la soirée, demande-t-il, bien qu'il soit clair à son visage qu'il ressent la tension à la table. Tout va bien, Michel. Je réponds avec un sourire sincère. Superbe restaurant, excellent service. Toujours le meilleur pour vous, Elisabeth. Il remplit mon verre de champagne. Je me souviens comment vos clafoutis m'ont sauvé de la faim perpétuelle de l'adolescence. Personne à Fontaine-Claire ne cuisine comme vous. Je sens une chaleur me monter aux joues. Pour la première fois ce soir, j'ai un vrai sourire. Vous avez toujours été galant. Michel, même enfant, il me rend un sourire. Mais son regard est sérieux, compréhensif. Puis il se tourne vers Antoine. Moreau, puis-je demander pourquoi vous n'avez pas inscrit votre mère sur la liste des invités? J'ai eu une certaine confusion avec les arrangements de place. Antoine s'étouffe avec son champagne. Oui, nous c'était un malentendu, marmonne-t-il. Maman était censée venir. Bien sûr, c'est juste que ce matin, elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. C'est étrange, continue Michel nonchalamment. Je pensais qu'elle avait dit que vous lui aviez annoncé que le dîner était annulé à cause de la maladie de votre femme. Isabelle émet un son étrange. Entre une toux et un sanglot, Sophie fixe son assiette, comme si elle contenait les réponses à toutes les questions de l'univers. Apparemment, il y a eu un malentendu, dit Antoine, le visage rouge. Apparemment, acquiesce Michel sèchement. Eh bien, l'important est que nous soyons tous là maintenant. Profitez de la soirée. Il serrait à nouveau ma main et s'éloigne, nous laissant dans un silence encore plus tendu qu'auparavant. Antoine est le premier à le briser. Maman, je peux expliquer. Commence-t-il? Isabelle et moi voulions passer cette soirée en petit comité. Un petit comité de 15 personnes, je précise, regardant autour de la table. Je veux dire, sans la génération plus âgée, continue-t-il maladroitement. Il n'y a pas les parents d'Isabelle. Pas, tu mens, dis-je calmement. Encore un mensonge. Les parents d'Isabelle sont morts il y a 5 ans, et tu le sais, j'étais à leurs 2 funérailles, et les parents de ton beau-frère, je hoche la tête vers le mari de Sophie, je les vois à cette table là-bas. Ils m'ont fait signe quand je suis entrée. Antoine pâlit encore plus, si c'est possible. Maman, intervient Sophie, nous ne voulions pas t'offenser. Nous pensions simplement que tu pourrais être mal à l'aise. Tu te plains de ta santé ces derniers temps. Et nous nous plaignons tous de notre santé parfois, chérie, dis-je. Mais généralement, les gens les plus proches demandent comment nous allons, au lieu de décider pour nous. Bitch, je sirote mon champagne. Il est excellent. C'est kitsch, avec de légères notes d'agrumes et de vanille. Vous savez ce qui est le plus triste? J'y continue, regardant mes enfants. Ce n'est pas que vous ne m'ayez pas invité, c'est que vous ayez menti au lieu de dire « Honnêtement, maman, nous voulons passer cette soirée sans toi. » Vous avez inventé une histoire de maladie, m'avez fait m'inquiéter pour la santé d'Isabelle. Appelez, proposez de l'aide. Je secoue la tête. Je vous ai toujours appris à être honnête.
même quand la vérité est désagréable, même quand elle peut blesser quelqu'un, parce que mentir, les mensonges détruisent la confiance. Et sans confiance, il n'y a pas de famille. Maman, la voix d'Antoine tremble. Nous voulions juste. Vous ne vouliez pas que votre vieille mère gâche votre fête. Je termine pour lui. Je comprends. Vraiment. Mais vous savez quoi? Vous auriez pu me le dire. J'aurais compris. Peut-être que j'aurais été blessée. Mais j'aurais compris, car j'ai toujours respecté votre droit de prendre des décisions, même quand je n'étais pas d'accord avec elles. Sam, je finis mon champagne et pose mon verre sur la table. Mais vous avez choisi de mentir à la place. Et maintenant que je suis assise ici, je vois plus que ces mensonges. Je vois toutes les fois où vous m'avez menti au fil des ans, quand vous me demandiez de l'argent pour des urgences et le dépensiez en divertissement, quand vous disiez que vous ne pouviez pas me rendre visite à cause d'affaires importantes et que vous partiez en week-end hors de la ville. Antoine essaye de dire quelque chose, mais je l'arrête d'un geste. Je ne veux pas entendre d'excuses. Mon fils, je suis juste curieuse. Quand avez-vous cessé de respecter votre mère? La question reste en suspens. Antoine me regarde avec l'expression d'un homme pris la main dans le sac. Isabelle tripotait nerveusement sa serviette. Évitant mon regard, Sophie a l'air de vouloir disparaître sous terre. « Maman, dites enfin Antoine, baissant la voix à un murmure. Ne faisons pas de scène. Nous pouvons parler de ça plus tard, dans un cadre plus approprié. » Un cadre plus approprié. J'y répète, sentant une résolution froide grandir en moi. Pas même de la colère, mais une résolution froide. Tu veux dire quand il n'y aura pas de témoins autour? Je veux dire quand nous pourrons tous discuter de la situation calmement. Son ton devient condescendant, comme s'il parlait à un enfant capricieux. Tu es bouleversé, c'est compréhensible, mais ce n'est ni le moment, ni l'endroit. Et quand est le moment et l'endroit? Antoine. J'éparle doucement, mais fermement. Quand tu passes chez moi pour 5 minutes, demander de l'argent, ou quand Sophie passe prendre une tasse de thé, jetant un œil à sa montre. Sophie sursaute, comme si je l'avais frappée. Et ce n'est pas juste. Maman, dit-elle d'une voix tremblante. J'ai le magasin. J'ai des choses à faire. Tout le monde a des choses à faire. Chérie, dis-je, mais les gens trouvent généralement du temps pour ceux qu'ils aiment. Chucha. Lucas se tortille inconfortablement sur sa chaise. Sa petite amie, Camille, nous regarde tous avec de grands yeux, se sentant clairement hors de place. Peut-être que je devrais partir, dit-elle doucement, se penchant vers Lucas. Non, restez. Je touche son bras doucement. Ça n'a rien à voir avec toi. Et je ne vais pas faire une scène comme Antoine le craint. J'y regarde autour de la table. Les invités assis plus loin ont repris leur conversation, nous ignorant, mais notre partie de la table, les enfants, leurs conjoints, quelques amis proches me regardent tous. Attendant que je continue, je veux juste que vous sachiez que je comprends. Je continue, regardant directement Antoine et Sophie. Je réalise que j'ai été un fardeau pour vous, un rappel inconfortable que nous vieillissons tous. Je réalise qu'il est plus facile de prétendre que je n'existe pas que d'admettre qu'un jour, vous serez comme moi. Maman, ce n'est pas vrai, tente d'objecter Antoine, mais je secoue la tête. Laisse-moi finir. Mon fils, j'ai été silencieuse longtemps, maintenant, c'est à mon tour de parler. Je prends une gorgée d'eau, rassemblant mes pensées. Je sais que vous parlez de moi derrière mon dos. Je sais que vous discutez de mon état déclinant et de mes bizarreries séniles. Madame Dubois, votre voisine. Je hoche la tête vers Antoine et Isabelle. A mentionné ça par hasard quand nous nous sommes croisés à la pharmacie. Elle était très inquiète quand elle vous a entendu dire que je commençais à perdre la tête. Isabelle pâlit. Élisabeth, ce n'était pas ça. Nous étions juste inquiets. Ne te fatigue pas. Chérie, je l'interromps doucement. Je connais la vérité, tout comme je sais que toi et Antoine avez déjà regardé une maison de retraite pour moi, résidence Les Jardins d'Automne.
N'est-ce pas? L'administratrice là-bas est une vieille amie d'école d'Isabelle, si je ne me trompe pas. Antoine est maintenant pâle. Il jette un rapide coup d'œil à Isabelle, comme pour demander comment j'ai pu savoir. C'était juste au cas où, marmonne-t-il. Nous voulions être prêts, au cas où tu aurais besoin d'aide. Ça, sans mon consentement. Je termine pour lui, sans une seule conversation avec moi sur mes souhaits. Vous avez tout décidé pour moi, comme si je n'étais plus capable de prendre des décisions par moi-même. Je me tourne vers Sophie et ne pense pas que je ne suis pas au courant de tes conversations avec l'agent immobilier au sujet de ma maison, sur comment elle pourrait être vendue quand je serai partie ou quand je déménagerai dans un endroit où l'on prendra soin de moi. Sophie rougit. Maman, je me renseignais juste sur les prix du marché immobilier. Bien sûr, je hoche la tête, et le fait que l'agent immobilier regardait ma maison pendant que j'étais chez le médecin était juste une coïncidence. Un silence de mort s'installe à la table. Même les invités extérieurs, ceux que je ne connais pas, semblent retenir leur souffle. Où as-tu? Commence Antoine. Mais il s'arrête. Comment je sais? Ça. Je termine pour lui. J'ai des yeux et des oreilles, mon fils, et des voisins qui, contrairement à mes enfants, se soucient de moi. Madame Lefebvre a vu l'agent immobilier tourner autour de la maison, prendre des photos. Elle m'a appelé parce qu'elle était inquiète. Je sors une enveloppe de mon sac, une simple enveloppe blanche, rien de remarquable, mais mes enfants la fixent comme si c'était une bombe à retardement. Vous savez, le triste, c'est que vous pensez que je suis une vieille femme, sans défense, qui ne peut pas prendre soin d'elle-même. Je pose l'enveloppe sur la table. Vous pensez que je ne vois pas votre négligence, que je ne remarque pas comment vous évitez mes appels, que je ne réalise pas que vos rares visites sont plus une obligation qu'un désir. Maman, ce n'est pas comme ça. Sophie essaie de prendre ma main, mais je me retire. C'est exactement comme ça, chérie. Et je me suis longtemps demandé pourquoi. Pourquoi mes enfants, que j'ai élevés avec amour, à qui j'ai tout donné, me traitent comme un fardeau. Et j'ai réalisé, c'était la maison. Antoine et Sophie se regardent. Que veux-tu dire? La maison, demande Antoine prudemment. Notre maison familiale. J'explique. Celle où vous avez grandi. Celle où chaque latte de plancher garde le souvenir de votre enfance. Celle que vous êtes si impatient d'hériter. J'ouvre l'enveloppe et sors des documents. Vous attendez tous les deux que je meure ou que je devienne si impotente que vous puissiez me placer au jardin d'automne et prendre la maison. Je dépose les papiers devant moi. Vous ne m'avez jamais demandé ce que je veux. Quels sont mes projets? Vous avez tout décidé pour moi. Maman, de quoi parles-tu? Demande Antoine nerveusement. Quels sont tes projets? J'éprends le premier document et le pose sur la table devant les enfants. J'ai vendu la maison, dis-je simplement. Un silence si profond s'installe qu'on pourrait entendre une épingle tomber. Antoine se fige, son verre à la main. Sophie émet un son étrange, entre un sanglot et une toux. Que veux-tu dire? Vendu? Articulé, enfin Antoine. Tu n'as pas pu. Tu n'aurais pas? Mais je l'ai fait, je réponds calmement. Il y a 3 jours, Jourdain, mon avocat, a tout arrangé très rapidement. La maison a été achetée par un jeune couple avec 2 enfants, des gens adorables, pleins de projets et d'espoir. Ils vont lui donner une nouvelle vie. Mais toi, où vas-tu vivre? Sophie semble au bord des larmes. Oh, ne t'inquiète pas pour moi. Chérie, je souris. J'ai loué un petit appartement près du centre, près de la bibliothèque. Tu sais combien j'aime lire? En appartement. Antoine me regarde comme si je lui avais dit que je déménageais sur Mars. Mais, la maison, c'est notre maison familiale. Papa voulait qu'elle reste dans la famille. Ton père voulait que je sois heureuse, dis-je fermement, et que ses enfants grandissent pour devenir de bonnes personnes. L'un de ses souhaits, je peux le réaliser. J'éprends le deuxième document.
Mais quant à l'argent de la vente de la maison, Antoine se penche en avant, ses yeux brillants d'avidité. Même à ce moment, tout ce qu'il pense, c'est l'argent. Je l'ai donné pour construire une nouvelle aile de la bibliothèque municipale. Je terminai, lui montrant le document de donation. Elle portera le nom de ton père. Jean-Paul aimait les livres, c'est un hommage approprié pour lui. Tu as quoi? Antoine me regarde comme si je parlais une langue étrangère. Mais, c'est, beaucoup d'argent? Oui, presque 500 000 €. Je hoche la tête. La maison était bien entretenue et le quartier est très prisé par les jeunes familles. Et tu l'as juste donné. Sophie semble abasourdie. Mais, maman, c'est, ça aurait pu, assurer votre avenir. J'ai terminé pour elle. Mais vous avez déjà un avenir, chérie. Vous avez un travail, des maisons, des voitures, tout ce dont vous avez besoin. Je jette un coup d'œil à Lucas, qui baisse la tête. Il semble bouleversé, mais pas à cause de l'argent, à cause de toute la situation. J'ai pensé à l'avenir. Cependant, je continue, sortant un 3e document. J'ai modifié mon testament. Antoine et Sophie se regardent à nouveau, cette fois avec un espoir mal dissimulé. Peut-être pensent-ils que je leur ai laissé quelque chose d'autre. Des économies, des bijoux, n'importe quoi. Tout ce qu'il me reste, mes économies personnelles, mes bijoux, mes biens, je le lègue à Lucas. Je pose une copie du testament sur la table, au seul membre de cette famille qui me voit non pas comme une source d'héritage, mais comme un être humain. Lucas lève les yeux, des larmes dans les yeux. Mamie, je ne veux pas, je n'ai pas besoin de... Je sais, mon chéri, dis-je doucement. C'est exactement pourquoi tu l'auras. Ne t'inquiète pas, il n'y a pas grand-chose, mais assez pour t'aider à démarrer dans la vie. Je me tourne vers les autres. Leur visage affiche toute une gamme d'émotions. Choqué, incrédulité, déception, colère. Vous pensiez que je ne remarquais pas comment vous me traitiez, dis-je doucement. Vous pensiez que j'étais trop vieille et stupide pour comprendre vos plans, mais j'ai tout vu, toutes ces années. Chaque fois que vous évitiez mes appels, chaque fois que vous trouviez des excuses pour ne pas me rendre visite, chaque fois que vous me mentiez en face, samedi. Je range les papiers dans l'enveloppe, et vous savez ce qui est le plus triste? Je vous aimais toujours, quoi qu'il arrive, parce que vous êtes mes enfants, mais l'amour ne signifie pas qu'il faut laisser les autres violer votre dignité. C'est ce que votre père m'a appris, et c'est ce que j'ai essayé de vous enseigner. Antoine est le premier à retrouver la parole. Maman, c'est insensé. Il essaie de garder sa voix basse, mais on sent la panique. Tu ne peux pas simplement tout nous enlever à cause d'un malentendu. Un malentendu. Je le regarde avec une réelle surprise. Tu considères des années de négligence comme un malentendu. Mentir ce soir est un malentendu. Parler dans mon dos de ma prétendue démence est aussi un malentendu. Ah, maman? Nous étions inquiets pour toi. Intervient Sophie. Sa voix tremble, mais ses yeux restent secs. Tu vis seule dans une grande maison. C'est difficile pour toi de t'en occuper. Est-ce pourquoi vous avez décidé de la vendre sans me demander? Je l'interromps. L'inquiétude, ça ressemble à autre chose. Chérie, l'inquiétude, c'est quand on appelle tous les jours pour voir comment je vais, quand on propose de l'aide, au lieu d'attendre que je devienne si impotente que vous puissiez gérer ma vie. Femme. Isabelle, qui était restée silencieuse jusque-là, prend soudain la parole. Élisabeth, tu es injuste. Nous t'avons toujours traité avec respect, toujours pris soin de toi. Vraiment, je me tournai vers elle. Alors pourquoi, quand j'avais besoin d'argent pour des médicaments non couverts par l'assurance, Antoine a-t-il dit que vous aviez des difficultés financières et 1 semaine plus tard, vous êtes parti aux Bahamas? Isabelle rougit et baisse les yeux. C'était des vacances prévues, marmonne-t-elle. On ne pouvait pas les annuler. Bien sûr, je hoque la tête.
Les vacances sont plus importantes que la santé d'une vieille mère. Je comprends. Je me lève de la table, ramassant mon sac. Eh bien, je ne vais plus gâcher votre fête avec ma présence. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Tout part. Sophie semble confuse. Mais qu'en est-il de l'argent? J'ai terminé pour elle. Il est parti, chérie. Pas de maison, pas d'économie que vous attendiez. Il ne reste que moi, votre mère, qui a enfin décidé de vivre pour elle-même au lieu d'attendre que vous trouviez 5 minutes dans votre emploi du temps pour me rendre visite. Lucas se lève d'un bond. Je t'accompagne, mamie. Merci, mon chéri, mais ce n'est pas nécessaire. Je touche son épaule doucement. Reste, finis ton dîner. On se verra demain. Je me tourne vers les autres. Et avec vous. Peut-être pas, ça dépend de vous. Je me dirige vers la sortie, sentant les regards, non seulement de ma famille, mais aussi des autres clients, mais ça m'est égal. Pour la première fois depuis des années, je me sens libre des attentes, de la déception, de l'attente interminable d'une attention et d'un amour qui ne viendront jamais. Michel m'attend à la sortie. Vous partez, Elisabeth, demande-t-il avec une légère tristesse dans la voix, pas à cause de la qualité du service. J'espère. Le service était excellent. Michel, je réponds sincèrement, comme toujours avec vous. C'est juste que je dois rentrer. Laissez-moi vous appeler un taxi, propose-t-il en m'accompagnant dehors. Je vous remercie. En attendant le taxi, Michel me regarde attentivement. Ambiance tendue à votre table. Affaire de famille. Je souris faiblement. Parfois, la vérité est amère mais nécessaire. Il hoche la tête comme un médicament amer. Exactement. Je suis d'accord. Comme un médicament amer. Le taxi arrive, et Michel ouvre galamment la porte pour moi. Vous savez, Elisabeth, je vous ai toujours admirée, dit-il soudain. Mais quand j'étais garçon, vous étiez toujours si vrai, sans prétention, sans fausseté. Merci, Michel. Je suis touché par ces mots. Ça signifie beaucoup pour moi. J'ai entendu parler du projet pour la nouvelle aile de la bibliothèque, ajoute-t-il. C'est une merveilleuse idée. Jean-Paul serait fier. Je me fige à mi-chemin dans le taxi. Vous êtes au courant? Fontaine-Claire est une petite ville. Elisabeth, il sourit doucement. Tout le monde sait tout ici, surtout quand il s'agit d'un don aussi généreux. J'y hoche la tête, me sentant étrangement soulagé que la nouvelle se soit déjà répandue. Il n'y a plus de retour en arrière maintenant. C'est la bonne chose à faire, dis-je, montant dans le taxi. La seule bonne décision. Je n'en doute pas, dit Michel sérieusement. Et Elisabeth, si vous voulez parler ou prendre une tasse de thé, ma porte vous est toujours ouverte. Je m'en souviendrai, je promette. Alors que le taxi s'éloigne, je ne regarde pas en arrière vers le restaurant. Je ne veux pas voir si mes enfants sortiront pour me dire au revoir ou resteront à l'intérieur. Discutant de ce qui s'est passé, en fin de compte, ça n'a plus d'importance. J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. J'ai repris le contrôle de ma vie, et bien que mon cœur soit lourd de la réalisation de ce que sont devenus mes enfants, je me sens étrangement soulagé, comme si je m'étais débarrassé d'un poids lourd que je portais depuis toutes ces années. Le taxi tourne au coin, et le restaurant de la table d'argent disparaît de la vue. La partie de ma vie que j'ai laissée aux autres, décidée pour moi, la partie où j'attendais l'attention et l'amour de ceux qui ne pouvaient ou ne voulaient pas le donner. Le soleil printanier traverse les fenêtres de mon nouvel appartement. Le remplissant de chaleur et de lumière, je suis assise dans un fauteuil avec une tasse de thé matinal, regardant la ville s'éveiller du 3e étage. J'ai une belle vue sur la place centrale de Fontaine-Claire avec ses parterres de fleurs soignées et sa fontaine ancienne. En face de moi se trouve le bâtiment de la bibliothèque municipale, ma nouvelle 2e maison,
3 mois ont passé depuis cette nuit au restaurant de La Table d'Argent, 3 mois depuis que j'ai tourné la page de ma vie et commencé à écrire un nouveau chapitre. Le changement n'a pas été facile. J'ai vécu toute ma vie dans la même maison, chaque coin de laquelle portait des souvenirs. Mais d'une manière étrange, cet petit appartement, avec ses murs clairs et ses meubles minimalistes, me donne un sentiment de liberté que je n'avais pas ressenti depuis des années. La sonnerie du téléphone interrompt mes pensées. Je jette un œil à l'écran. Antoine. Le 4e appel cette semaine. Je pose le téléphone sans répondre. Qu'il laisse un message, s'il est vraiment important, après cette nuit au restaurant. C'est comme si mes enfants s'étaient soudain réveillés. Ils se sont souvenus que j'existais. Au début, il y a eu des appels en colère. Comment ai-je pu faire ça? Vendre la maison, les déshériter. Puis, quand ils ont réalisé que la colère ne fonctionnait pas, ils ont commencé à essayer de se rapprocher. Antoine arrivait avec des fleurs et un air coupable, parlant du malentendu et de combien il m'aimait vraiment. Sophie appelait tous les jours, proposant de m'aider à aménager mon nouvel appartement, m'invitant à déjeuner. Même Isabelle a envoyé un panier de fruits et une carte d'excuses. Je n'ai pas rejeté leur tentative de réconciliation outright. J'ai juste gardé mes distances. J'ai accepté les cadeaux, avec un sourire poli. Mais je n'étais pas pressé de rétablir l'ancienne relation. Ils devaient réaliser que la confiance, une fois brisée, ne se reconstruit pas comme par magie. De plus, je comprenais trop bien la véritable raison de leur soudaine sollicitude. Ils espéraient que je n'avais pas encore eu le temps de disposer de l'argent de la vente de la maison, que peut-être le don à la bibliothèque n'était qu'une menace. Antoine a même prudemment demandé si je n'avais pas été trop hâtive dans ma décision de faire un don aussi important. Et quand j'ai confirmé que l'accord était finalisé et que l'argent était déjà déposé sur le compte de la bibliothèque, son visage a changé, comme si un masque était tombé. Pendant un instant, j'ai vu le vrai Antoine, calculateur. Obsédé par l'argent, le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est Lucas. « Bonjour, mamie. » Sa voix est joyeuse malgré l'heure matinale. « Comment vas-tu aujourd'hui ?»« Bonjour, chérie. » Je souris involontairement. Belle comme toujours. J'admire la vue par la fenêtre et je pense à la journée à venir. Tu te souviens que c'est aujourd'hui l'ouverture de la nouvelle aile de la bibliothèque. Je peux entendre l'excitation dans sa voix. Je viens te chercher à 15h, comme convenu. Bien sûr, je m'en souviens. Je jette un œil à la robe que j'ai préparée pour la cérémonie. Bleu foncé avec un motif argenté léger. Ça, tout est prêt. Après une brève conversation avec Lucas, je retourne à monter. L'ouverture de la nouvelle aile de la bibliothèque est un événement important pour moi. L'aile Jean-Paul Moreau, c'est ainsi qu'elle s'appellera, un lieu où les enfants pourront découvrir le monde des livres. Comme Jean-Paul l'a fait autrefois, il serait heureux de savoir que son nom est associé à quelque chose d'aussi significatif. Après avoir fini mon thé, je commence à me préparer pour mon service matinal à la bibliothèque, 3 fois par semaine. J'y fais du bénévolat, aidant au rayon des enfants. Je lis des contes aux petits, aide les écoliers à choisir des livres et parfois je discute simplement avec les adolescents qui viennent à la bibliothèque, pas tant pour les livres que pour le calme et la compréhension qu'ils ne trouvent pas chez eux. Ce travail me donne un sentiment d'utilité dont j'ai été privé si longtemps. Les enfants me regardent non pas comme un fardeau, non pas comme une source d'héritage, mais comme une personne qui peut leur donner quelque chose, du savoir, de l'attention, de la gentillesse. En chemin vers la bibliothèque, je rencontre Colette Blanchard, ma nouvelle amie et voisine, une veuve énergique dans la soixantaine, ancienne professeure de mathématiques. Elle est l'une des personnes qui m'ont aidé à m'installer dans mon nouveau logement. Elisabeth, me fait-elle signe. Je vais à la boulangerie chercher du pain frais. Veux-tu que je te prenne quelque chose? Merci. Colette, ça va. Je souris. J'ai une grosse journée aujourd'hui et je déjeunerai en ville après la cérémonie d'ouverture. Oh, oui, aujourd'hui c'est l'ouverture de ton aile, Jean-Paul. Hoche-t-elle. C'est très généreux de ta part.
Élisabeth. Un si beau don. Un si bel hommage à ton mari. Je la remercie et continue mon chemin vers la bibliothèque. Après cette nuit au restaurant, la nouvelle de Mandon s'est rapidement répandue à Fontaine-Claire. Les réactions des gens variaient. Certains me voyaient comme une héroïne, d'autres comme une vieille folle qui a déshérité ses propres enfants, mais je m'en fichais, je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. À la bibliothèque, les préparatifs pour la cérémonie d'ouverture battaient leur plein. Les ouvriers installaient la scène devant la nouvelle aile. Les bénévoles accrochaient des guirlandes et disposaient des chaises mal apprenties. La bibliothécaire, en chef, courait entre eux, distribuant des instructions avec une énergie surprenante pour une femme de son âge. « Élisabeth » s'exclame-t-elle en me voyant. « Comme c'est gentil de venir. Nous avons besoin d'aide avec les livres pour les nouvelles étagères. Peux-tu sélectionner les livres pour enfants que tu penses devoir être exposés en premier ?» J'accepte avec plaisir. Je passe les heures suivantes à trier des livres, allant des contes classiques aux histoires contemporaines, évaluant chacun en fonction de ce qui plairait aux enfants de différents âges. C'est un travail agréable, qui me rappelle les moments où je lisais à Antoine et Sophie avant le coucher. Les souvenirs des enfants ne causent plus une douleur aussi aiguë qu'autrefois. J'ai accepté la situation pour ce qu'elle est. Ils n'ont pas grandi comme je l'espérais, mais ce sont mes enfants, et je les aime toujours. C'est juste que maintenant, cet amour est plus détaché, sans illusion ni attente. À midi, je rentre chez moi pour me reposer avant la cérémonie. Mais avant cela, je décide de m'arrêter au café de la place, un petit café charmant face à la bibliothèque, avec une tasse de café crème sur la table et l'étranger de Camus ouvert devant moi. Je me plonge dans la quiétude de l'après-midi. Dehors, des vélos passent doucement et quelques touristes s'arrêtent pour photographier la fontaine ancienne. De la place, Pierre, le patron du café, m'apporte une assiette de madeleines dorées, mes gâteaux préférés depuis toujours. Un petit cadeau pour notre lectrice fidèle, dit-il en clignant de l'œil. Je souris, prends une gorgée de café, savourant l'amertume riche mêlée à la douceur beurrée des madeleines. Ces moments simples me rappellent que je vis, vraiment, et non plus seulement pour attendre l'attention de mes enfants. Alors que le soleil commence à décliner, je ferme mon livre, prête pour la soirée à venir. En entrant dans l'appartement, je vois le voyant clignoter pour de nouveaux messages sur mon répondeur. Le premier est d'Antoine. « Maman, c'est moi. Je voulais te dire qu'Isabelle et moi viendrons à l'ouverture de la bibliothèque ce soir. Je sais que tu ne nous as pas invités, mais c'est un événement communautaire, et nous voulons te soutenir. Rappelle-moi si tu reçois ce message. » Le deuxième message est de Sophie. « Maman, je t'appelle pour te dire que je ne pourrai pas venir à la cérémonie aujourd'hui. J'ai une commande urgente au magasin. Je dois préparer des fleurs pour un mariage. Je sais que c'est un grand jour pour toi, et je suis vraiment désolée. Je t'appellerai ce soir pour savoir comment ça s'est passé. » J'ai souri. Certaines choses ne changent pas. Antoine espère probablement que sa présence à la cérémonie m'adoucira. Peut-être pense-t-il encore pouvoir me convaincre de changer d'avis sur l'héritage. Et Sophie, comme d'habitude, a trouvé une excuse pour ne pas venir. Commande urgente. C'est une vieille excuse qu'elle utilise depuis des années. Après un déjeuner léger, je commence à me préparer pour la cérémonie. Je prends une douche, mais coiffée. Enfile la robe bleu foncé avec un motif argenté léger et mets le collier de perles que Jean-Paul m'avait offert. En terminant, je m'assieds dans un fauteuil pour me reposer avant l'arrivée de Lucas. Mon regard tombe sur la photo de Jean-Paul sur la commode, la seule que j'ai emportée de l'ancienne maison. Il est tel que je l'aimais le plus, riante, avec une légère mèche dans les cheveux, des rides autour des yeux dus à ses fréquents sourires. Que dirais-tu si tu me voyais maintenant, Jean-Paul? Je lui demande mentalement. Approuverais-tu mes décisions? Et j'entends presque sa réponse. Tu vis enfin pour toi. Élisabeth, bien sûr que j'approuve. Chat. La sonnette annonce l'arrivée de Lucas. Il semble excité et heureux,
vêtu d'un costume strict qui le fait encore plus ressembler à son grand-père. « Mamie, tu es magnifique !» s'exclame-t-il, m'embrassant sur la joue. « Prête pour ton moment de gloire. » Je ne dirais pas que c'est un moment de gloire. Je risse, prenant mon sac. Mais oui, je suis prête. En route vers la bibliothèque, Lucas parle de ses études, de ses projets, pour l'été, de comment lui et Camille envisagent un petit voyage le long de la côte. « Ça te dirait de venir avec nous, mamie, si... » demande-t-il soudain. « Ce serait génial, des plages tranquilles, des petites villes côtières, de la bonne nourriture. » « Chérie, vous êtes un jeune couple. » Je souris. « Vous n'avez pas besoin d'une vieille grand-mère comme troisième roue. »« Ça, tu ne seras jamais une troisième roue, » dit Lucas sérieusement. « Pas pour moi, pas pour Camille. Elle veut vraiment que tu viennes aussi. D'ailleurs, elle dit que tu racontes les histoires les plus intéressantes. » Je suis touchée. Peut-être pourrais-je vraiment les accompagner quelques jours. Ce serait une nouvelle expérience. Voyager sans obligation, sans avoir à prendre soin de qui que ce soit, juste pour le plaisir. Je vais y réfléchir, je promets. En attendant, concentrons-nous sur aujourd'hui. Quand nous arrivons à la bibliothèque, la place devant est déjà remplie de monde. Les chaises blanches disposées en rangée face à la scène improvisée sont presque toutes occupées. La nouvelle aile de la bibliothèque, construite en briques claires et en verre, brille sous le soleil de l'après-midi. Au-dessus de l'entrée, une plaque dorée, encore recouverte d'un tissu. L'aile Jean-Paul Moreau, mais elle apprenti nous accueille à l'entrée. Rayonnante d'excitation. « Elisabeth, enfin, nous vous attendions. Votre place est au premier rang, bien sûr, et pour votre petit-fils aussi. » Elle nous conduit au siège réservé aux invités d'honneur. Je repère Antoine et Isabelle dans la foule, déboute sur le côté, regardant autour d'eux avec incertitude. Quand Antoine me voit, il fait un signe de la main et commence à se frayer un chemin vers nous. Je hoche la tête en retour mais ne m'attarde pas. Suivant mademoiselle apprentie, en m'asseyant, je regarde la foule. Beaucoup de visages familiers, des voisins de l'ancien quartier, de nouveaux amis de l'immeuble où je vis maintenant, des parents, des enfants avec qui je travaille à la bibliothèque, et parmi eux, Michel Dubois. Dans un élégant costume gris clair, en croisant mon regard, il hoche légèrement la tête et sourit. Après cette soirée au restaurant, nous nous sommes revus plusieurs fois. Il passait à la bibliothèque, comme par hasard, quand j'y travaillais. Il m'a invité à prendre un café, m'a demandé comment je m'installais dans mon nouveau logement. En sa compagnie, je me sentais non pas comme une vieille veuve, mais comme une femme, une interlocutrice intéressante. La cérémonie commence par le discours du maire, un discours standard sur l'importance de l'éducation et de la culture pour les petites villes. Ensuite, mademoiselle apprentie prend la parole, expliquant combien la bibliothèque avait besoin d'une extension et comment mon don l'a rendu possible. Et maintenant, j'aimerais inviter sur scène la femme qui nous a tous réunis ici, annonce-t-elle. Madame Elisabeth Moreau, sous un tonnerre d'applaudissements. Je montai sur scène. Je n'ai jamais aimé parler en public. Mais aujourd'hui, je me sens étrangement calme. Je sais ce que je dois dire. Et je sais que ce seront les bons mots. Bonjour, mes amis. Je commence alors que les applaudissements s'éteignent. Je ne suis pas une grande oratrice. Alors je serai brève. Cette aile porte le nom de mon mari, Jean-Paul Moreau, un homme qui aimait deux choses par-dessus tout, sa famille et les livres. J'ai fait une pause, regardant les gens rassemblés. Les livres ouvrent des portes vers d'autres mondes. Ils nous apprennent à ressentir, à penser, à rêver. Ils nous aident à réaliser que nous ne sommes pas seuls dans nos sentiments et nos pensées. Jean-Paul croyait en la puissance des livres. Il lisait à nos enfants tous les soirs, même fatigués après le travail. Il croyait qu'un bon livre pouvait changer la vie d'un enfant. Je vois Antoine et Isabelle se rapprocher de la scène, le visage d'Antoine est tendu,
comme s'il s'attendait à ce que je dise quelque chose de désagréable à son sujet. J'espère que cette nouvelle aile sera un lieu où les enfants de Fontaine-Claire trouveront des livres qui changeront leur vie, où ils apprendront à aimer lire comme Jean-Paul l'aimait, et où ils réaliseront que les choses les plus importantes dans la vie ne sont pas les biens matériels, mais le savoir, l'amour et la gentillesse. Je regarde directement mes enfants. Parfois, nous oublions ces vérités simples. Parfois, nous nous perdons trop dans la quête des choses matérielles, oubliant ce qui compte vraiment. Mais il n'est jamais trop tard pour s'en souvenir. Il n'est jamais trop tard pour changer sa vie. Si, sur ces mots, je me tourne vers mademoiselle apprentie, lui indiquant que j'ai terminé. La salle explose en applaudissements et je descends de la scène, légèrement étourdi, où Lucas m'attend. Le prochain point du programme est le dévoilement de la plaque de Jean-Paul. On me tend de grands ciseaux de cérémonie pour couper le ruban. Je le fais sous les flashs des appareils photos et les applaudissements renouvelés. Après la partie officielle, une petite réception informelle commence avec du champagne, des amuse-bouches légers et une visite de la nouvelle aile. Beaucoup de gens viennent me féliciter et me remercier. Antoine et Isabelle sont parmi eux. Maman, c'était impressionnant, dit Antoine, se dandinant maladroitement. Papa serait fier. Oui, il l'aurait été, je suis d'accord. Surtout s'il voyait son petit-fils Lucas aider à organiser cet événement, la façon dont il prend soin de sa grand-mère. Jean-Paul a toujours apprécié la loyauté familiale. Antoine tressaille, saisissant l'allusion. Maman, je sais que ce que j'ai fait était mal, mais nous pouvons réparer, recommencer, peut-être. J'ai hoche la tête. Ça prend du temps et de la confiance. Et la confiance, Antoine, ça se gagne. Chaud, je vois Michel Dubois s'approcher de nous, et je me sens étrangement soulagé. Je m'excuse d'interrompre, dit-il en arrivant. Elisabeth, mademoiselle apprentie, aimerait que vous disiez quelques mots aux enfants qui explorent déjà la nouvelle section. Hein? Bien sûr, je me tourne vers mon fils. Excuse-moi, Antoine, le devoir m'appelle. Michel m'offre sa main et je l'accepte avec gratitude. Nous nous éloignons, mais au lieu de me conduire à mademoiselle apprentie, il se dirige vers un coin tranquille du jardin près de la bibliothèque. Mademoiselle apprentie, ne me cherchez pas, n'est-ce pas? Je demande avec un léger sourire. Coupable, admet-il. Je pensais juste que vous aviez besoin d'une échappatoire à une conversation tendue. Merci. Je le remercie sincèrement. Ce n'est pas facile. Ce sont mes enfants. Quoi qu'il arrive. Je comprends. Horche Michel. Les relations familiales sont toujours compliquées. Mais vous avez raison. La confiance doit être gagnée. Nous nous asseyons sur un banc à l'ombre d'un vieux chêne. Nous avons une vue sur la nouvelle aile de la bibliothèque, la plaque dorée avec le nom de Jean-Paul scintillant au soleil. C'est magnifique, dit Michel. L'architecte a bien harmonisé la nouvelle aile avec l'ancien bâtiment. Oui, c'est très joli. Je suis d'accord. Jean-Paul serait ravi. Nous restons silencieux un moment, savourant la paix et le calme du petit jardin. Malgré le bruit des célébrations à proximité, j'ai pensé, dit soudain Michel, le week-end prochain. Il joue le Roi Léar au théâtre municipal. J'ai acheté 2 billets, mais ma sœur, avec qui je devais y aller, doit partir à l'improviste rendre visite à sa fille. Voudriez-vous m'accompagner? Je le regarde, surprise par l'invitation. Il y a quelque chose dans ses yeux chaleur. Espoir? Peut-être une touche d'incertitude qui fait battre mon cœur un peu plus vite. Avec plaisir. Je réponds, surprise par ma propre détermination. Michel s'illumine. Super. Je viendrai vous chercher à 18h. La pièce commence à 19h. Mais je pensais qu'on pourrait dîner avant. Ça semble merveilleux. Je souris, ressentant une légère excitation que je n'ai pas ressentie depuis des années. Nous retournons à la célébration où Lucas nous cherche déjà. Mamie, te voilà, s'exclame-t-il.
Mademoiselle apprentie veut que tu rencontres les enfants du club de lecture d'été. J'arrive. Chérie, je me tourne vers Michel. Le devoir m'appelle pour de vrai cette fois. Bien sûr, il s'incline légèrement. J'y ai à ce week-end. Les 2 heures suivantes passent dans un tourbillon de rencontres, de conversations, de photos. Je rencontre les enfants du club de lecture, leur parle des livres préférés de Jean-Paul et promets de leur lire l'un d'eux lors de la prochaine séance. Je réponds aux questions du journal local, qui veut faire un article sur l'ouverture, écoute les nombreux remerciements des parents dont les enfants utiliseront la nouvelle aile. Enfin, lorsque la cérémonie touche à sa fin et que la plupart des invités se dispersent, Lucas et moi montons dans sa voiture pour rentrer. « C'était une belle journée, » dit-il en démarrant le moteur. « Tu as fait quelque chose de grand, mamie, hein ? » Merci, chérie. Je me sens agréablement fatiguée. Oui, c'était une journée spéciale. Et je t'ai vu parler avec un maman. Et Dubois, me lance Lucas avec un regard malicieux. Vous semblez bien vous entendre. Non, condom. Je sens la chaleur me monter aux joues. C'est une personne intéressante à discuter, dis-je évasivement. C'est tout. Et Lucas s'amusait clairement de mon embarras. Je pensais qu'il y avait quelque chose entre vous deux. Ne sois pas bête, je secoue la tête, mais je ne peux retenir un sourire. Si, à mon âge, je ne cherche plus le romantisme. Pourquoi pas? Objecte Lucas. L'âge n'est pas un obstacle au bonheur, et j'ai vu comment il te regarde, comme moi je regarde Camille. Je ne réponds pas, mais ces mots me font réfléchir. L'âge est-il vraiment un obstacle? N'ai-je pas prouvé ces 3 derniers mois que la vie peut recommencer à tout moment, si on s'en donne les moyens? En arrivant chez moi, je remarque une voiture familière garée à proximité. Sophie. Elle est assise sur le banc devant l'entrée, m'attendant visiblement. Maman, se lève-t-elle en nous voyant? Je suis tellement contente d'être arrivée. Ma commande s'est terminée plus tôt que prévu. Alors j'ai décidé de venir. Je ne voulais pas manquer ce grand jour. Elle tient un bouquet, non pas acheté en magasin, mais composé par ses soins. Je le reconnais à sa manière particulière de l'arranger, toujours distinctive. Merci, chérie. J'accepte les fleurs. Elles sont magnifiques. Puis-je entrer? Il y a une incertitude dans sa voix que je n'avais pas remarquée auparavant. Si tu n'es pas trop fatigué, bien sûr. J'ai regardé ma fille, son visage tendu, la manière dont elle frotte nerveusement la sangle de son sac. Peut-être regrette-t-elle vraiment ce qui s'est passé. Peut-être essaie-t-elle de changer. Bien sûr. Entre. J'ouvre la porte d'entrée. Lucas, tu viens aussi. Non, ma amie. J'ai un rendez-vous avec Camille. Il m'embrasse sur la joue. Je t'appelle demain. Shasta. Sophie et moi montons à l'appartement. Elle regarde autour d'elle avec un intérêt évident. C'est sa première visite ici. Je vois la surprise sur son visage. Elle s'attendait probablement à quelque chose de plus modeste. Pas un appartement lumineux et spacieux avec des meubles neufs et une belle vue par les fenêtres. C'est très joli, dit-elle enfin. C'est cosy. Merci. Je mets le bouquet dans un vase. Du thé, du café. Du thé, s'il te plaît. Pendant que je prépare le thé, Sophie regarde les photos au mur. Quelques anciennes, de la vieille maison et beaucoup de nouvelles. Moi avec les enfants à la bibliothèque, avec de nouveaux amis, avec Lucas et Camille lors d'un pique-nique. Tu as une vie bien remplie, remarque-t-elle quand je reviens avec le plateau. Je ne réalisais pas que tu étais si active. Beaucoup de gens ne le pensaient pas. Je verse le thé dans les tasses, y compris pour moi. Nous nous asseyons à une petite table près de la fenêtre. Sophie est visiblement nerveuse, ne sachant par où commencer la conversation. La cérémonie était magnifique, dit-elle enfin. Antoine m'a appelé, il m'a dit qu'il était impressionné. J'y hoche la tête, sirotant de mon thé. Merci, je suis contente que ça se soit bien passé.
Cheshkitch. Sophie hésite, ses doigts traçant le bord de sa tasse. Maman, elle prend une profonde inspiration. Je te dois des excuses pour ce dîner à la table d'argent, pour toutes ces années. J'ai mal agi. Je la regarde en silence, attendant qu'elle continue. Je ne sais pas comment les choses en sont arrivées là, dit-elle, les yeux fixés sur la tasse. On était proches autrefois. Et puis, la vie quotidienne, le magasin, tout ça s'est mis entre nous. J'ai oublié que tu n'es pas juste une mère qui sera toujours là pour moi. Tu es une personne avec tes propres sentiments, tes désirs, toutes. Pour la première fois depuis longtemps, je vois de la sincérité dans ses yeux. Merci pour ces mots, Sophie, dis-je doucement. Ils comptent beaucoup pour moi. Elle hoche la tête, faisant tourner la tasse nerveusement dans ses mains. Je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. J'ai compris que la confiance ne se reconstruit pas rapidement, mais je veux essayer. Je veux faire partie de ta vie à nouveau. Vraiment pas juste une fille qui appelle une fois par mois. Boss, je regarde ma fille, voyant non seulement la femme adulte, aux tempes grisonnantes, mais aussi la petite fille qui venait autrefois me confier ses joies et ses peines. Peut-être reste-t-il encore quelque chose de cette petite fille en elle? J'aimerais ça, dis-je enfin. Mais tu as raison, la confiance doit se reconstruire lentement, jour après jour. Elle hoche la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. Nous parlons jusqu'au soir, pour la première fois depuis des années, ayant une vraie conversation, pas juste quelques phrases précipitées. Quand Sophie part, promettant de revenir le week-end, je reste à la fenêtre, regardant le ciel qui s'assombrit et les lumières de la ville. Ma nouvelle vie ne fait que commencer. Une vie où je ne suis pas seulement une mère, une grand-mère, une veuve, mais avant tout moi-même. Elisabeth Moreau, une femme avec tant de choses à attendre.